À l'aube, un pays que des années de pénurie ont habitué aux coupures voit soudain des convois de machines lourdes glisser sur ces routes encore à moitié plongées dans l'obscurité. Deux chiffres se heurtent silencieusement. Des millions d'heures perdues sans électricité et désormais des dizaines de remorques et escortées qui avancent sans un mot d'explication. Que signifie vraiment ce contraste brutal pour ceux qui, sous l'ombre d'Ibrahim Traoré, scrutent chaque mouvement en espérant un début de renversement énergétique durable? Dans le grondement étouffé des moteurs, une promesse ténue semble se frayer un passage. Si ces convois lourds ne sont pas de simples opérations logistiques, alors ils pourraient annoncer un changement énergétique que personne n'osait encore envisager. La promesse centrale est claire: comprendre comment un pays longtemps prisonnier des coupures peut, en quelques mouvements soigneusement orchestrés, rouvrir la possibilité d'une stabilité durable, un bénéfice décisif qui redéfinirait le quotidien de millions de personnes. Mais derrière cette perspective s'étend un champ de risque précis, un réseau fragile, des infrastructures saturées, des services publics épuisés par des années d'improvisation permanente. Dans ce contexte, chaque convoi prend la valeur d'un signal, parfois ténu, parfois déroutant, mais impossible à ignorer. Si ces machines sont réellement les premières pièces d'une architecture nouvelle, alors l'équilibre même du pays pourrait basculer plus vite qu'on ne l'imagine. Le véritable enjeu dépasse largement l'ingénierie. Il englobe la continuité hospitalière, la survie des ateliers, la capacité éducative et surtout la manière dont une nation se prépare, ou non, à absorber un tournant historique. Les premiers éléments tangibles apparaissent lorsqu'une même semaine, plus de 12 convois de machines lourdes sont filmés à l'aube et au crépuscule, révélant un motif répétitif qui ne correspond à aucun projet public annoncé. Ce volume inhabituel, capturé par les habitants depuis plusieurs mois, marque une rupture nette dans un pays où moins d'un quart de la population dispose d'une alimentation électrique réellement stable. Ce double constat, un afflux discret d'équipements lourds et une pénurie chronique qui façonne la vie quotidienne, devient le point de départ d'une lecture nouvelle. Dans un paysage dominé par des coupures incessantes, chaque apparition de remorques escortées agit comme un signal qui traverse les routines établies. Les ateliers s'arrêtent dès que les générateurs faiblissent, les hôpitaux jonglent entre alimentation de secours et zones plongées dans le noir. Les écoles rurales dépendent d'un soleil trop capricieux pour prétendre à une continuité pédagogique. Dans cet environnement saturé d'incertitude, l'arrivée silencieuse de machines inhabituelles crée un espace d'interprétation où prudence, espoir et méfiance s'entremêlent. Ce qui frappe autant que la présence du matériel, c'est la manière dont tout s'est déroulé. Aucune conférence de presse, aucun communiqué ministériel, aucune annonce progressive comme pour les projets solaires ou thermiques. Les convois apparaissent, sont escortés, puis disparaissent derrière des périmètres scellés. Ce mutisme volontaire redéfinit le terrain, les vidéos circulent, les habitants comparent, d'autres témoignages s'agrègent. Peu à peu, le lien avec les accords énergétiques signés en 2023, puis consolidés en 2025, émerge dans les discussions. C'est dans ce glissement que la figure d'Ibrahim Traoré devient une clé de lecture implicite. Sans confirmer quoi que ce soit, ses prises de position sur la souveraineté technologique servent de grille d'interprétation aux observateurs comme aux citoyens. Peu à peu, une mini-révélation se précise. Un mouvement longtemps imperceptible s'organise, et les indices dispersés commencent à former un schéma cohérent. Pour comprendre comment ce frémissement discret s'est transmis au terrain, il faut suivre ceux qui vivent littéralement sous la contrainte du réseau vacillant. Un technicien de quartier à Ouagadougou raconte avoir vu,
À l'aube, un convoi escorté traversait la route avec une précision évoquant une opération stratégique plutôt qu'un simple déplacement d'équipements civils. Le bruit sourd des remorques, la fermeture temporaire de la voie, la synchronisation minutieuse des véhicules, chaque détail lui a donné l'impression d'assister au début d'un processus plus large que les réparations habituelles. Pour lui, ce n'était pas un incident isolé, mais un premier signe, une note dissonante dans une routine énergétique trop longtemps figée. À la périphérie, une commerçante habituée aux coupures brutales observe une ligne de conteneurs silencieux avancer au crépuscule, scellé, sans logo identifiable. L'épisode, capturé furtivement sur son téléphone, n'a pas seulement éveillé sa curiosité, il a ouvert une brèche dans son horizon d'attente. Dans un pays où la lumière peut disparaître plusieurs heures par jour, voir des machines protégées comme des actifs stratégiques donne soudain l'impression qu'un changement pourrait devenir possible. Ces deux récits, modestes mais concordants, incarnent la manière dont les premiers signaux ont modifié l'atmosphère. Pas encore une certitude, mais une possibilité tangible. L'ombre d'Ibrahim Traoré, associée à ses prises de position sur la souveraineté énergétique, renforce cette lecture chez de nombreux habitants. Ils ne prétendent pas comprendre le détail des opérations, mais ils sentent que quelque chose dévie de l'immobilité qui dominait jusque-là. Ainsi se forme le So What précoce. Les citoyens lisent dans ces mouvements l'émergence d'un futur qui semblait longtemps verrouillé. L'activation commence dans un silence presque total. Les premiers convois apparaissent sporadiquement, à l'aube ou au crépuscule, roulant lentement sur des routes partiellement désertes. Ils ne ressemblent en rien aux camions utilisés pour les réparations classiques du réseau, trop massifs, trop escortés, trop réguliers dans leur cadence. Les habitants filment, partagent, comparent. Quelques séquences isolées deviennent, en quelques jours, un flux d'images convergentes. L'amorce est là, un mouvement discret mais déterminé qui troue le paysage énergétique figé du Burkina Faso. Puis vient la montée en intensité. Les convois se répètent, plus nombreux, mieux coordonnés. Ils surgissent à des heures inhabituelles, parfois en pleine nuit, comme si chaque mètre de trajet devait être protégé. Des périmètres apparaissent autour de certains sites, grillages renforcés, zones restreintes, portails scellés. Les riverains remarquent des changements subtils, une route barrée quelques minutes, des agents silencieux, des conteneurs sans marquage. Rien n'est expliqué, rien n'est démenti non plus. Cette absence d'explication devient elle-même une donnée. Le pays assiste à quelque chose qui ne suit pas la procédure habituelle. Au fur et à mesure que les images circulent, la spéculation enfle. Certains évoquent une nouvelle filière solaire ou thermique, d'autres un simple réapprovisionnement logistique. Mais ces hypothèses s'effritent rapidement devant la répétition méthodique des convois. Un projet ordinaire n'exige pas une telle cohorte d'escorte, ni des zones scellées, ni un silence officiel aussi rigoureux. Un sentiment diffus gagne les observateurs. Si tout cela était anodin, cela aurait été annoncé. La montée se poursuit. Des vidéos montrent des remorques particulièrement lourdes, impossibles à identifier, avançant avec une lenteur calculée. Le point culminant apparaît lorsque plusieurs habitants, indépendamment les uns des autres, confrontent leurs observations et découvrent un motif régulier. Plus d'une douzaine de convois en une seule semaine, suivis de passages tout aussi fréquents le mois suivant. Cette accumulation, impossible à attribuer au hasard, déclenche une onde de choc dans les discussions locales. Le paysage conceptuel bascule. D'hypothèses disparates, on passe à l'idée d'un projet cohérent en phase préparatoire. Les conversations se structurent. Les liens avec les accords énergétiques signés en 2023 puis consolidés en 2025 reviennent dans toutes les analyses citoyennes. Au même moment,
des observateurs régionaux s'intéressent au phénomène. Certains analystes, en recoupant les images, évoquent des fondations inhabituelles visibles sur des clichés satellitaires ou des zones nettoyées, comme en prévision d'une installation lourde. Rien n'est confirmé, mais chaque indice renforce la possibilité d'une opération préparée depuis longtemps. Et c'est précisément ici que le nom d'Ibrahim Traoré réapparaît dans les décryptages. Ces déclarations sur la souveraineté technologique et la volonté de progresser en dehors des schémas traditionnels deviennent des clés de lecture. Il n'affirme rien directement, mais son discours passé sert de prisme pour interpréter le présent. Vient ensuite la phase de réverbération. Les entreprises locales ajustent déjà leurs attentes. Les citoyens, longtemps résignés, commencent à envisager un futur où la stabilité énergétique ne serait plus une fiction. Les partenaires étrangers recalculent leurs équilibres régionaux. Les critiques, eux, redoublent de prudence, insistant sur le manque de transparence. Chacun, depuis sa position, reçoit l'impact du même phénomène. Un pays bouge et ce mouvement recompose tout ce qui l'entoure. Le point de départ chiffré est clair. Moins d'un quart de la population dispose d'une électricité réellement stable, un niveau si bas qu'il transforme chaque activité quotidienne en compromis permanent. Ce baseline structurel explique pourquoi le moindre changement visible dans le pays crée un écho immédiat. Sur cette base, le delta observé ces derniers mois, une répétition inhabituelle de convois lourds escortés et de sites restreints nouvellement établis, prend une portée beaucoup plus large qu'un simple événement logistique. Un deuxième chiffre impose son propre poids. 3 citoyens sur 4 dépendent encore de solutions précaires, souvent bricolées, incapables d'assurer la continuité dont les hôpitaux et les ateliers ont impérativement besoin. Ce ratio décrit une réalité où la survie organisationnelle prime constamment sur le développement économique et où chaque panne ajoute une couche supplémentaire de vulnérabilité. L'existence d'un tel déséquilibre éclaire pourquoi les mouvements de machines capturés par les habitants ont immédiatement été interprétés comme un possible début de renversement. Un troisième indicateur provient directement des observations citoyennes. Plus d'une douzaine de convois ont été filmés en une seule semaine, puis d'autres ont été signalés dans les semaines suivantes, dessinant une cadence régulière difficile à attribuer à une intervention ponctuelle. Le fait que ces passages s'étalent sur plusieurs mois renforce la lecture d'une opération planifiée plutôt que d'un effort isolé. Cette continuité constitue l'un des signaux les plus persistants du changement en cours. Pris séparément, ces 3 chiffres ne prouvent rien. Ensemble, ils dessinent pourtant une trajectoire cohérente. Un pays longtemps bloqué dans la gestion de la pénurie semble désormais se déplacer, lentement mais méthodiquement, vers une infrastructure lourde. Les analystes qui suivent le dossier notent que cette séquence quantitative coïncide avec les accords signés avec Rosatom en 2023, puis consolidés en 2025, renforçant l'idée que les mouvements observés s'inscrivent dans un calendrier plus large. C'est dans ce cadre global que la lecture autour d'Ibrahim Traoré trouve sa place. Non pas parce qu'il aurait confirmé la nature exacte des installations, mais parce que ces déclarations sur la souveraineté technologique donnent une cohérence stratégique aux indices matériels. Pour de nombreux observateurs, son positionnement crée une continuité logique entre les signaux visibles sur le terrain et l'ambition exprimée ces dernières années. Les données quantitatives montrent également un autre phénomène. La population réagit davantage à la répétition qu'à la taille des convois. Chaque vidéo, chaque témoignage, chaque image de conteneurs escortés alimente une courbe de perception ascendante. Sociologiquement, ce type d'accumulation crée un effet d'entraînement. Plus les signaux se multiplient, plus ils deviennent difficiles à ignorer, même sans communication officielle. Enfin,
Il faut souligner un point méthodologique. Ces chiffres ne dévoilent pas la nature exacte des infrastructures, mais ils confirment une dynamique structurée. Lorsqu'un pays avec une base énergétique aussi fragile montre une telle régularité dans l'acheminement de machines lourdes, l'écart entre le point de départ et le mouvement observé et devient en lui-même une donnée interprétable. Le tableau Lao se construit par séquence et chaque pièce renforce la cohérence générale. Les défenseurs de la transformation énergétique avancent deux arguments centraux qui méritent d'être exposés dans leur forme la plus solide. Le premier repose sur la logique même des mouvements observés. La répétition méthodique de convois lourds, escortés et silencieux ne correspond à aucune pratique habituelle liée aux réparations du réseau. Dans un pays où chaque amélioration énergétique, même mineure, fait traditionnellement l'objet d'une communication publique, la cadence actuelle apparaît comme un tournant logistique majeur. Pour eux, il s'agit d'une phase préparatoire cohérente, alignée avec les accords déjà signés et destinée à installer les fondations d'une capacité nouvelle. Le second argument s'appuie sur l'évolution physique des sites, périmètres renforcés, zones scellées, matériaux introduits sans marquage visible. Les partisans soulignent que de telles mesures ne sont ni anecdotiques ni improvisées. Elles évoquent un chantier qui dépasse largement les interventions solaires ou thermiques traditionnelles. Selon cette lecture, les signaux dispersés pointent vers une stratégie déployée par étapes, chaque mouvement venant consolider le précédent. Face à ces affirmations, les sceptiques avancent deux objections majeures, qu'il faut également traiter avec sérieux. La première concerne l'absence totale de communication officielle. Dans un État habitué à annoncer publiquement chaque avancée énergétique, ce silence inhabituel nourrit les inquiétudes. Ils y voient un risque d'opacité, voire de mauvaise interprétation collective, d'autant plus que les informations circulent essentiellement à travers des vidéos citoyennes, fragmentaires et non contextualisées. La deuxième objection touche au champ géopolitique. Certains critiques soulignent que des routes indirectes ont été utilisées, que des ingénieurs étrangers auraient été aperçus près de zones restreintes et que des images satellitaires non confirmées laissent entrevoir des fondations atypiques. Pour eux, l'ensemble forme un faisceau ambigu, trop flou pour être traduit en certitude, mais suffisamment troublant pour appeler à la prudence. La réponse la plus solide à ces réserves consiste à revenir strictement aux faits vérifiables. La répétition soutenue des convois, la transformation visible de certains sites et l'alignement temporel avec les accords existants. Rien ne prouve l'ambition maximale que certains imaginent, mais rien non plus ne réduit ces mouvements à de simples opérations techniques ponctuelles. Cette formule décrit le moment précis où les indices jusque-là dispersés cessent d'être de simples anecdotes pour former un motif lisible. Des images satellitaires évoquées dans plusieurs cercles d'analyse montrent des clairières nouvelles, des tracés de fondation et des périmètres renforcés ne correspondant à aucun projet solaire, thermique ou hydroélectrique annoncé. Cette découverte, bien que jamais officialisée, modifie le centre de gravité du débat. Ce qui relevait de la spéculation prudente devient une hypothèse structurelle difficile à écarter. Dans le même mouvement, le vocabulaire des observateurs change. Les analystes sahéliens parlent désormais de travaux préparatoires, de mise en scène prénucléaire ou encore de réalignement stratégique. Les partenaires régionaux scrutent chaque signal comme un élément d'un basculement plus large. C'est ici qu'intervient le rôle implicite d'Ibrahim Traoré. Sans confirmer quoi que ce soit, ses déclarations passées sur la souveraineté technologique fournissent un cadre d'interprétation qui relie ces indices aux ambitions évoquées dans les accords précédents. À ce stade, un point charnière prend forme. Le pays ne semble plus réagir à la crise, mais avancer selon une logique qui lui appartient.
Les mouvements observés n'ont pas seulement alimenté les débats, ils ont déjà commencé à transformer les anticipations dans quatre sphères distinctes: les citoyens, les entreprises, l'administration publique et l'environnement régional. Chacune réagit différemment, mais toutes sont affectées par la même dynamique silencieuse. Du point de vue des citoyens et de la vie quotidienne. Pour les habitants qui subissent les coupures quotidiennes, voir des convois protégés et des sites se renforcer modifie immédiatement la perception du possible. Ceux qui ont grandi dans l'obscurité quasi routinière, nuits sans lumière, études interrompues, ateliers improvisés, interprètent ces mouvements comme une lueur prudente d'espoir. Les vidéos partagées en ligne créent un espace où vigilance, excitation et méfiance coexistent. Même sans confirmation officielle, l'idée d'un réseau plus stable commence à se frayer un chemin. Le discours sur la souveraineté énergétique porté par Ibrahim Traoré agit comme un fil conducteur implicite dans cette lecture nouvelle. Du côté des entreprises et de l'économie locale, pour les commerces et ateliers, chaque coupure représente une perte sèche. Produits abîmés, machines figées, clients qui repartent faute d'éclairage. L'apparition de convois lourds escortés réinterprète soudain la perspective économique. Et si une réduction des coupures devenait enfin imaginable? Une alimentation plus continue signifierait davantage d'horaires d'ouverture, moins de pertes opérationnelles, une meilleure planification et l'émergence de micro-investissements jusqu'ici impossibles. Les entrepreneurs, habitués à composer avec un réseau imprévisible, recalculent déjà leurs horizons. Dans les institutions, les hôpitaux et les services publics. Dans les hôpitaux, chaque panne est une menace directe pour les soins critiques. Dans les écoles, elle interrompt les cours. Dans les administrations, elle paralyse les services essentiels. L'évolution visible des périmètres restreints et la fréquence accrue des convois créent une fenêtre d'attente institutionnelle. Les responsables commencent à envisager un mode de fonctionnement moins dépendant des générateurs. Même sans certitude, l'idée qu'un socle énergétique plus stable puisse émerger redonne aux planificateurs la possibilité d'imaginer des programmes continus, une rareté depuis des années. À l'échelle régionale et diplomatique, au niveau sahélien, les voisins scrutent attentivement la situation. Le Mali et le Niger, déjà alignés sur certaines orientations de Ouagadougou, voient dans ces signaux une opportunité de renforcer un bloc plus autonome, moins tributaire des infrastructures extérieures. Le Ghana et la Côte d'Ivoire, eux, perçoivent un risque d'asymétrie énergétique. Qu'adviendrait-il si un pays enclavé devenait soudain un pôle disposant d'une capacité énergétique avancée? Dans les capitales occidentales, l'hypothèse d'un rééquilibrage stratégique est désormais examinée dans des briefings confidentiels, non comme une certitude, mais comme une possibilité structurée. À travers ces quatre prismes, une constante apparaît. Même sans annonce formelle, les signaux visibles recomposent les attentes internes et les calculs externes. Un pays en mouvement oblige son environnement, proche comme lointain, à se repositionner. À ce stade, les trajectoires possibles se dessinent en trois scénarios distincts, chacun cohérent avec les signaux observés, mais dépendant de la manière dont le pays gérera la tension entre ambition énergétique, attentes citoyennes et pression extérieure. Aucun de ces chemins ne prédit l'avenir. Ils structurent simplement les logiques déjà visibles. Dans un scénario de base, celui de la consolidation silencieuse. Dans cette version, le rythme actuel des convois se maintient sans brusque accélération. Les zones restreintes continuent de s'étendre, les fondations progressent par étapes, et le gouvernement poursuit sa stratégie du silence discipliné. Rien n'est annoncé, mais rien ne ralentit. Les partenaires étrangers observent sans intervenir, se limitant à des analyses internes. Les citoyens
interprètent chaque nouveau mouvement comme une confirmation implicite d'un projet de plus grande portée. Le pays avance, lentement mais sûrement, dans une phase de consolidation logistique. Dans un scénario optimiste, celui de la stabilisation accélérée, si les signaux déjà visibles, convois répétés, périmètre renforcé, coordination des sites, s'accompagnent d'un renforcement parallèle du réseau, alors des améliorations tangibles pourraient émerger dans certaines zones. Les hôpitaux réduiraient leur dépendance aux générateurs, les commerces prolongeraient leurs horaires et des quartiers entiers connaîtraient une diminution notable des coupures. Sur le plan régional, le Mali et le Niger soutiendraient publiquement cette trajectoire, y voyant la première pierre d'un Sahel plus autonome. L'atmosphère intérieure deviendrait plus confiante, portée par la possibilité d'une transition énergétique réelle et perceptible. Dans un scénario pessimiste marqué par une montée des tensions, si le silence gouvernemental persiste alors que la cadence des convois s'intensifie et que les inquiétudes internationales se renforcent, la pression diplomatique pourrait rapidement augmenter. Les partenaires occidentaux, déjà attentifs aux fondations inhabituelles mentionnées dans plusieurs analyses, pourraient durcir leur position. À l'intérieur, l'absence d'information nourrirait davantage les spéculations, accentuant à la fois l'espoir et l'inquiétude. Les critiques exploiteraient le vide narratif pour semer le doute, tandis que les partisans y verraient la preuve d'une discipline stratégique. Dans ce scénario, l'incertitude devient la force dominante qui façonne le débat public. À travers ces trois cadres, une même question se pose. La dynamique actuelle mène-t-elle vers la stabilisation, la transformation ou la tension croissante? La réponse dépendra moins du matériel acheminé que de la manière dont le pays orchestrera les prochains mois. Pour les jeunes, cette possible transformation énergétique touche directement la manière dont ils envisagent leur avenir. Beaucoup ont grandi dans un environnement où la lumière du soir n'était jamais garantie, où les séances d'études dépendaient d'une bougie ou d'un générateur prêt à s'essouffler. Si les signaux observés annoncent réellement une stabilisation progressive du réseau, alors leur horizon s'élargit. Plus de continuité pour apprendre, plus de sécurité pour entreprendre, plus de liberté pour construire des projets jusqu'ici fragiles. Même sans confirmation officielle, cette simple perspective ravive une forme de motivation collective. Pour les petites et moyennes entreprises, l'enjeu est encore plus immédiat. Chaque coupure représente un coût. Le pain raté, la machine arrêtée, le client qui part et ne revient pas, l'artisan qui doit suspendre son travail faute d'électricité. L'apparition répétée de convois lourds escortés reconfigure leurs anticipations. Si une réduction des coupures devenait enfin plausible, des centaines d'ateliers pourraient retrouver une marge de manœuvre longtemps disparue. Davantage d'heures d'ouverture, moins de pertes opérationnelles, une planification enfin viable. Autant d'opportunités concrètes qui changeraient leur quotidien. Pour les services publics, la question se pose en termes de capacité structurelle. Les hôpitaux travaillent au seuil de la rupture chaque fois que le courant vacille. Les écoles voient leurs cours interrompus. Les administrations gèrent les urgences au détriment de la continuité. Si les mouvements observés mènent à un renforcement réel du réseau, ces institutions pourraient de nouveau planifier, anticiper et réorganiser leurs missions sur un socle moins précaire. À travers ces trois groupes, une constante apparaît. Lorsqu'un pays bouge, même discrètement, ceux qui vivent ses limites quotidiennes perçoivent immédiatement l'ampleur du possible. Pour qu'une transformation durable prenne forme, il faut articuler une suite d'étapes cohérentes déjà suggérées par les mouvements visibles sur le terrain. La direction générale, souvent associée à la ligne de souveraineté affirmée par Ibrahim Traoré, n'a pas besoin d'être proclamée pour orienter l'ensemble. Elle se lie dans la logique des gestes observés, et c'est cette logique qu'il faut traduire en feuille de route opérationnelle.
Premièrement, une stabilisation prioritaire du réseau existant est nécessaire. Les équipes techniques doivent renforcer les lignes les plus vulnérables, sécuriser les sous-stations exposées et réduire les zones de surcharge chronique. Ce travail commence immédiatement, dans la continuité des opérations silencieuses déjà amorcées. On en mesure l'effet par une diminution progressive des coupures dans des zones pilotes. Deuxièmement, il faut structurer et sécuriser les périmètres sensibles. Les sites où les convois ont été observés doivent être consolidés. Accès contrôlé, périmètre stabilisé, logistique organisée. Cette étape assure un environnement fiable pour les installations lourdes futures. Sa réussite se lie dans la capacité des sites à fonctionner sans interruption visible. Troisièmement, une coordination bilatérale encadrée doit être mise en place. Les équipes burkinabées et les partenaires techniques mentionnés dans les accords précédents harmonisent leur calendrier. L'objectif n'est pas la vitesse, mais la cohérence. Éviter les décalages entre l'arrivée du matériel, la préparation locale et la capacité d'intégration au réseau. Quatrièmement, une préparation institutionnelle et sociale s'impose. Hôpitaux, écoles, municipalités et services publics doivent anticiper un contexte énergétique plus stable. Cela implique de revoir les protocoles de continuité, d'ajuster les horaires et de planifier la réduction progressive de la dépendance aux générateurs. Ainsi, la feuille de route ne repose pas sur une annonce spectaculaire, mais sur l'alignement méthodique de plusieurs couches d'actions, techniques, sécuritaires, institutionnelles et partenariales. Dans les récits de terrain, une image revient sans cesse, celle du technicien de quartier observant, à l'aube, un convoi escorté traverser la route avec une précision presque chorégraphiée. Cette scène, banale en apparence, est devenue un motif silencieux, le rappel qu'un pays habitué à l'immobilité peut parfois changer de trajectoire par de minuscules fissures dans la routine. Chaque témoin, chaque commerçante filmant un conteneur scellé au crépuscule participe sans le savoir à une même intuition, celle que le futur ne se dévoile pas d'un bloc mais par éclat. Dans cette atmosphère chargée d'espoir prudent et de doutes assumés, la figure d'Ibrahim Traoré agit comme un point de gravité symbolique. Ses positions sur la souveraineté technologique ne confirment rien mais offrent un cadre dans lequel ces signes prennent sens. Le pays avance sans tambour, porté par ceux qui l'observent autant que par ceux qui le dirigent. Ce motif, celui de citoyens voyant un mouvement avant toute annonce, revient ici sous une forme plus profonde. Il dit la capacité d'une nation à pressentir son propre basculement. La lumière avance, doucement mais sûrement. À mesure que les signaux s'accumulent et que les gestes silencieux redessinent peu à peu la carte énergétique du Burkina Faso, une évidence s'impose. Cette histoire ne concerne pas uniquement des machines, des convois ou des périmètres scellés. Elle concerne la manière dont une société choisit de comprendre ce qui se transforme devant elle. Les habitants qui filment, les artisans qui s'adaptent, les institutions qui s'interrogent, tous participent à façonner le récit collectif, qu'ils le veuillent ou non. Dans un moment d'aussi délicat, l'échange ouvert devient une ressource essentielle. Partager des expériences, confronter des perceptions, poser des questions qui enrichissent la compréhension commune. Une transition énergétique n'est jamais seulement technique. Elle devient sociale lorsqu'un pays entier décide d'en discuter. Si vous souhaitez approfondir ce sujet, suivre les prochains signes ou contribuer à un espace d'analyse serein, vous êtes invité à rejoindre la discussion. Selon vous, quelle forme devrait prendre l'avenir énergétique du Burkina Faso?